Bonjour, on va bientôt commencer. Je vais juste partager mon écran. Bonjour. 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 Euh, Excusez-moi, monsieur, s'il vous plaît. Oui, Ah, d'accord. Ok. C'est enregistré, c'est ça? oui, ça s'est enregistré. Ok, merci. OK, donc l'enregistrement est en cours. Du coup, voilà, je vais commencer. Donc, on va aujourd'hui introduire un nouveau sujet d'étude. On va plutôt prolonger ce qu'on est déjà en train de faire au cas des structures, enfin, des, des surfaces, de la géométrie constructive des surfaces. Euh, donc, c'est le premier d'une série de cours. Donc, mon but aujourd'hui, c'est d'introduire déjà les raisons pour lesquelles on fait ce travail et puis les quelques concepts fondamentaux qu'on va finalement manipuler pendant le reste du semestre avec plus ou moins d'approfondissement sur les diverses questions et puis surtout, on verra sur les divers types de surfaces courbes qu'on pourra, grâce justement au concept introduit aujourd'hui, qu'on pourra distinguer. Donc, tout d'abord, voici le plan de la séance. Tout d'abord, on va regarder euh, globalement la question posée par les surfaces dans les champs de l'architecture. Ensuite, on va introduire un concept qui est euh, tout à fait naturel, mais en même temps dont on n'a pas forcément une vision mathématique précise, qui est celui de courbure. Alors, pour introduire ces concepts, on va procéder par étapes. On va d'abord introduire le concept en deux dimensions, donc simplement en regardant une ligne dans un plan et en répondant à la question qu'est-ce que c'est que la courbure de cette ligne à un point donné. Et ensuite, on va étendre ce concept donc purement bidimensionnel du coup à des surfaces, et donc l'étendre à la troisième dimension pour ainsi dire. On verra que ceci engendre des, euh, des choses, enfin nous permet des visions qui ne sont pas tout à fait intuitives à vrai dire, mais une fois qu'on a effectivement les concepts à main, nous paraissent aussi bien naturels que celui de courbure bidimensionnelle. Et finalement, une fois qu'on a ces concepts à main, on pourra analyser les propriétés locales des surfaces sur la base de leur courbure, qui est en fait le paramètre mathématique géométrique fondamental pour traiter les surfaces. Donc, on pourra analyser et se donner une nomenclature et puis aussi une sorte de classification des surfaces grâce à leur courbure. Donc, vous voyez beaucoup de choses à faire encore une fois dans cette séance. Et n'hésitez pas évidemment à poser des questions et à m'interrompre chaque fois que c'est pas clair. Euh, donc, comme vient de dire, la séance est enregistrée. Ça vous permettra de revenir en effet sur les choses que j'ai dit, mais ça ne me permettra pas de demander des précisions. Donc, autant profiter du fait d'être en simultané, pour ainsi dire, pour poser ces questions-là et rendre finalement mon discours plus clair. Alors, la question de surface, je dirais pourquoi en fait on étudie les surfaces dans une école d'architecture. Euh, la question, évidemment, peut paraître banale. C'est évident qu'en architecture, on produit des surfaces d'une certaine manière. Mais
c'est un peu plus précis. La réponse qu'il faut se donner, c'est un peu plus précis. Donc, je vais commencer en regardant des exemples ici. Tout le monde connaît, c'est une toile d'araignée. Et la toile d'araignée, évidemment, elle est construite par des fils. Alors, on a étudié l'équilibre funiculaire. Il est évident que lorsque l'araignée commence à bâtir sa toile et son premier fil, effectivement, celui-ci respecte un principe d'équilibre funiculaire sous son poids propre. Et puis, au fur et à mesure que d'autres fils l'intersectent et éventuellement les chargent, bah, on sait maintenant finalement comment on pourrait calculer la forme que ce premier fil prend au fur et à mesure que l'on charge, et puis aussi la forme que tous les autres fils prennent. Par exemple, vous pouvez regarder dans cette image, effectivement, toutes ces petites chaînettes. Par ailleurs, si je ne me trompe pas, voilà, ça c'est des gouttes d'eau. La photo est prise après la pluie, donc ce sont des gouttes d'eau qui se sont accrochées au fil de la toile, et on voit bien que c'est vraiment le principe du funiculaire. Vous reconnaissez parfaitement la forme presque d'une parabole qui est donnée en fait par les cosinus hyperboliques qui correspond à la déformée de ces colliers de perles ou des gouttes d'eau sous son poids propre, avec un fil qui est la toile d'araignée qui est très rigide, on pourrait dire inextensible par rapport au poids qui est porté ici, qui est très petit. Évidemment, la situation pour un câble, pour un fil plus long comme celui-ci qui porte plus de charge est plus complexe, mais on a les outils pour la calculer. Donc, on pourrait dire, voilà, quelque chose dont on peut imaginer les règles de composition de la forme. Et donc, on pourrait, d'une quelque manière, maîtriser la conception et la construction d'une surface de ce type. Or, je parle de surface, mais en fait, c'est un ensemble de lignes. Alors, on voit déjà que dans les termes toile, on parle de quelque chose qui est évidemment, dans la conformation, évidemment, celle d'un objet bidimensionnel, donc en soi d'une surface d'un point de vue géométrique, mais en même temps, d'un point de vue de la construction, c'est un objet composé de fils ayant donc une structuration. Et le cas de la toile d'araignée, c'est en fait un ensemble de fils qui s'intersectent avec des angles qui ne sont pas tous égaux, éventuellement avec une forme radiale comme celle-ci. Mais après, on a le cas des tissus, par exemple, habituels, dans lesquels ces fils s'intersectent éventuellement avec des angles constants qui peuvent être 90 degrés, 60 degrés, etc. Donc, tout ça pour dire qu'en effet, projeter un objet qui a une étendue bidimensionnelle, donc ce qu'on appelle une surface, est quelque chose qui nous oblige à rentrer dans le détail de comment on le réalise, et en fonction de la manière dont on le réalise, donc de sa logique constructive, on voit apparaître aussi une logique géométrique. On voit bien que ici, cette toile d'araignée a en effet une logique géométrique qui est en relation très évidente désormais pour nous, très forte avec la statique des fils, mais donc qui représente juste un élément parmi des milliers qui sont possibles de construction de surface à partir de principes de géométrie et de statique qu'on maîtrise déjà peut-être ou qu'on doit encore maîtriser. D'ailleurs, voilà la toile d'araignée, évidemment une inspiration pour l'architecture. Ici, une photo du pavillon allemand de l'Expo de Montréal de 67, qui est la première structure tendue de grandes dimensions réalisée, qui en fait s'inspire évidemment fortement, et vous pouvez le voir par comparaison des images du fonctionnement des toiles d'araignée, dans le sens qu'elles se composent d'un ensemble de câbles tendus. Ces câbles sont tendus de telle manière à se donner une forme. On voit bien que la toile ou la structure n'est pas plate, mais elle a des bosses, elle a des concavités, des sommets. Donc, on apprendra à définir en fait ces éléments géométriques, et on apprendra aussi à comprendre pourquoi ils sont là. Donc, en quoi la géométrie que vous voyez est en effet quelque chose qui est en forte interaction avec le fonctionnement structurel du système, et donc c'est une géométrie constructive. Donc, on peut déjà intuitivement imaginer effectivement la toile précédente et une sorte de grosse toile qu'on a ici, dans laquelle on voit plus les fils qui la composent, simplement parce qu'ils sont très nombreux et on regarde de très loin la toile.
Mais en effet, les fils, ils sont là. Il s'agit, dans le cas présent, des câbles d'acier. Et après, on a une surface qui est portée et qui permet de générer l'étanchéité, en tout cas la protection de l'intérieur par rapport à l'eau. Donc voilà un premier type de surface. Et puis voici un deuxième type de surface qu'on observe très souvent. D'ailleurs, là, on voit deux surfaces. On voit un feuillage qui est effectivement encore une surface nervurée, dont on voit bien les nervures. Et on sait très bien que ces nervures correspondent d'ailleurs au fonctionnement de la plante. Mais on voit une autre surface qui est la goutte d'eau. Donc quelque chose qu'on pourrait imaginer comme une sphère, mais qui n'est pas exactement une sphère. Elle est là parce qu'elle obéit, elle aussi, à des lois assez précises, sans doute précises, mais je veux dire assez simples même, d'équilibre, euh, dans laquelle la membrane qui sépare l'eau qui se trouve à l'intérieur de la goutte de l'air qui se trouve à l'extérieur de la goutte doit bien être en équilibre entre des forces différentes, donc la force générée par l'air d'un côté, celle générée par l'eau de l'autre, et puis il y a une troisième force qui entre en jeu, c'est le contact avec la surface du feuillage sur laquelle la goutte est posée. Donc là, on voit que la goutte ne mouille pas la feuille. Le concept de mouiller, c'est lié à l'angle par lequel l'objet liquide touche l'objet solide. On voit que c'est un angle inférieur à 90 degrés, donc l'angle formé avec l'extérieur de la feuille, c'est typique d'une situation de non-mouillage, à l'opposé d'une situation de mouillage dans laquelle la goutte s'étale, au contraire, sur la surface d'appui, et donc, évidemment, la rend mouillée. Alors, cet objet qui est, je répète, l'objet des lois d'équilibre finalement assez facile à expliciter, bien que ce ne soit pas notre objet, peut être lui aussi aspiration de réalisation architecturale. Ici, la boule à la sortie du métro à côté de la gare Saint-Lazare. Donc, ici, on voit une surface ayant une forme similaire à celle de la goutte. Donc, on apprendra qu'il s'agit d'une surface qu'on appelle synclastique. Cette dénomination, évidemment, on en comprendra le sens, la raison. Et on voit bien que, évidemment, ce n'est pas une énorme boule de verre qu'on peut réaliser parce qu'on n'a pas la même maîtrise qu'il pourrait avoir la nature, effectivement, pour la membrane d'eau qui sépare la goutte de son extérieur. Mais on a d'autres exigences, d'autres matériaux, et donc cette surface, en effet, simule celle d'une goutte d'eau, mais ensuite, elle est réalisée par deux matériaux. On a de l'acier qui compose les nervures, on a du verre qui compose la surface à proprement parler, et ces nervures doivent donc être disposées sur la surface courbe de telle manière à s'adapter parfaitement, en tout cas le mieux que possible, à la géométrie qu'on a prévu d'identifier. Donc, cela génère le besoin d'une maîtrise de la forme, qui est un peu le parallèle de la maîtrise de la forme qu'on doit se donner ici, et qui nécessite donc à la fois la compréhension constructive de la géométrie qu'on veut réaliser, et puis évidemment la capacité de passer les informations vers un calcul mécanique qui permet de quantifier les quantités de matière et les résistances des divers matériaux. Mais ce qui compte d'un point de vue de la géométrie est comprendre qu'ici, vous avez un objet qui fonctionne grâce à la tension qu'on donne aux différents câbles qui composent la toiture. Donc, aussi bien que la toile d'araignée change de forme si l'araignée tire plus ou moins au moment de la fabrication sur ses câbles principaux. Donc, on a quelque chose de plus ou moins concave. Également, ici, on comprend que la concavité qu'on voit de ces diverses lignes apparentes de la surface est liée, peut être liée à combien on a tiré sur les différents côtés. Et donc, voilà, la génération de cette forme signifie savoir comment et combien tirer sur des objets, et puis bien sûr savoir dimensionner ces objets pour qu'ils ne cassent pas une fois qu'on les tire comme il faut. Donc, savoir comment et où tirer pour obtenir la forme voulue. La forme, évidemment, n'est pas trouvée par hasard, mais est une forme parfaitement maîtrisée. Ici, pour simuler la goutte d'eau, on a un autre type de problème. Ici, on tire nulle part.
on a des poutres d'acier qui ont été courbées. Cette courbure, il faut bien sûr la donner de la manière qu'on veut pour définir la forme. Et vous pouvez constater que ces lignes épousent parfaitement la géométrie qui est ensuite apparente grâce à la position des dalles. On ne voit pas des écailles, mais on voit une continuité un peu à l'instar de ce qui se passe dans un élément quelconque de cette surface d'eau, dans lequel on voit toujours une continuité et jamais des lignes saillantes, des arêtes qui se forment. Donc ici, également, on ne forme pas d'arêtes. Les panneaux de verre sont parfaitement courbés pour s'adapter localement à la forme prévue et les centres d'acier sont eux aussi parfaitement courbés pour s'adapter à la forme prévue. Or, puisque ces courbures ne se font pas évidemment sur place et ne peuvent pas être corrigées une fois qu'on a les pièces au chantier et qu'il faut les assembler, alors il est évident que l'architecte qui a projeté ou l'équipe qui a réalisé cet objet a dû parfaitement dessiner chacune de ces pièces et donner les informations aux fabricants pour obtenir en chantier la géométrie voulue. Donc, on verra au cours de la séance quels sont les paramètres qui caractérisent cette géométrie. Il est clair que leur maîtrise est fondamentale pour la réussite, bien sûr, de l'opération, et elle est aussi fondamentale pour la conception de l'opération. Sans avoir la maîtrise de cette géométrie, on ne peut pas concevoir un objet comme celui-ci et donc, loin de ça, pouvoir évidemment le réaliser. Encore un autre exemple, un bout de papier écrabouillé, dont tout le monde, bien sûr, a l'expérience, et peut-être un son un peu fort cette fois-ci par rapport à un ouvrage très connu, le Guggenheim de Bilbao, de Frank Gehry, mais dans lequel on voit en effet bon, ces modèles que Gehry réalise en manipulant des pièces de matière. Bon, le cas présent, c'est pas tout à fait un bout de papier écrabouillé, mais ça n'est pas loin. Et là aussi, on comprend que pour rendre finalement un résultat final qui rassemble autant à quelque chose de manipulé quasi naturellement, je dirais, sur des matériaux disponibles à petite échelle. Là aussi, il faut parfaitement maîtriser la forme. Et d'ailleurs, l'histoire de tous les chantiers de Gehry est une histoire de maîtrise scrupuleuse du moindre détail constructif afin d'obtenir la forme recherchée. Et que ce soit donc une forme qui s'adapte à une loi de la nature qui est valable pour un autre matériau ou à une autre échelle. En fait, si vous voulez, peu importe dans cette démarche conceptuelle, ce qui compte est effectivement comprendre quelles sont les lois auxquelles on fait référence. Ce sont donc des lois évidemment de nature géométrique, et savoir les représenter, les maîtriser et transmettre l'information nécessaire au niveau de la fabrication des composantes pour obtenir finalement à grande échelle un édifice qui contient géométriquement des caractères ou des informations qui ont été ainsi élaborées. Voilà pourquoi on étudie les surfaces dans ces cours et on comprend qu'on a une structuration de ces surfaces par les efforts qui les traversent. Donc, on voit ça évidemment dans la toile d'araignée où on comprend bien que les forces passent par les principes du funiculaire, par les fils de la toile. On le voit aussi dans la bulle, dans la goutte d'eau, même si c'est ça est moins évident, mais ceux qui ont eu l'occasion de l'étudier savent qu'il y a un objet qu'on appelle tension superficielle qui justement forme la goutte et qui structure donc par des efforts qui sont propres à la surface des fluides, structure la forme. Donc la forme est structurée par les efforts. Dans le cas du papier, chaque pliure qui se forme ici, chaque ligne que vous voyez apparente dans l'écrabouillage est une ligne qui est plus rigide que son voisinage et donc par la force qu'elle transmet, elle caractérise justement la géométrie globale d'une manière assez complexe cette fois-ci à cause du grand nombre de plis, mais d'une manière finalement assez simple si on pense à une simple feuille de papier pliée en deux. Donc, les concepts de base restent finalement maîtrisables
quand on l'analyse de manière simplifiée. Alors voilà, il y a cette structuration par les efforts qui devient évidente dans des ouvrages d'architecture tels que par exemple ces deux œuvres de Pierluigi Nervi, de l'Anificio Gatti à gauche et l'Expo de Turin à droite, où on voit les efforts dessinés des formes à gauche sur un plancher, à droite sur une voûte. Dans les deux cas, on intuite des lignes qui sont des renforts, qui sont des nervures et qui, d'une manière intuitive, on comprend, ont une capacité de résistance et de raideur supérieure à celle des panneaux qui les séparent. Ici, c'est carrément des panneaux de verre, donc aucune résistance globale lui est demandée. Et donc, ces systèmes-là montrent comment les efforts peuvent structurer la matière et donc comment on peut identifier des formes grâce à l'analyse de ces efforts qui est un peu plus mystérieuse, un peu plus cachée par rapport aux analyses qu'on a vues précédemment de la toile d'araignée ou de la goutte d'eau, qui sont évidemment beaucoup plus manifestes parce qu'elles se proposent directement en tant que forme dans la nature. Il est beaucoup moins visible et même carrément caché d'identifier dans la nature des lignes isostatiques des forces comme celles qui sont dessinées dans le plafond du l'Anificio Gatti par Nervi. Mais en fait, ces lignes existent. On peut les voir parfois dans les feuillages. On les voit quand on analyse l'intérieur des os. Et donc, évidemment, elles existent parce que elles correspondent à un phénomène naturel. Et la manière dont on peut les dessiner correspond en fait à la modélisation de ces phénomènes naturels tel qu'on sait le faire grâce aux outils de la géométrie et de la statique. On a donc un deuxième type de structuration qu'on pourrait énumérer, qui est une sorte de structuration par la géométrie, dans le sens dont je vais vous montrer ici un exemple, celui d'un projet de Nicolas Grimshaw, où on voit que on a des grandes voûtes de forme, disons, régulières, presque des morceaux de sphères, ou même idéalement des morceaux de sphères, et on voit que ces voûtes sont découpées en hexagones. Pourquoi choisir un découpage en hexagone et comment ce découpage affecte, donc modélise la forme globale? C'est parce que donc en découpant en hexagone, on peut simplifier l'ossature parce que s'agissant des polygones réguliers, on peut effectivement prétendre à créer un réseau dans lequel tous les barres sont identiques, tous les nœuds sont identiques. Et donc finalement, on produit dans une usine donnée, on produit une seule pièce 1 million de fois, que ce soit pour faire les angles ou que ce soit pour faire les barres, donc 2 pièces finalement. Et puis avec ça, on peut tout construire. Or, cette approche en fait a des limites parce que on sait que effectivement les hexagones ne peuvent paver les plans de manière infinie. Donc, cette approche n'a pas de limite, on pourrait dire, tant qu'on veut couvrir un plan. Mais quand on veut couvrir une surface courbe, comme c'est le cas ici, puisqu'une surface courbe n'est pas exactement un plan, on verra le concept de développabilité bientôt aujourd'hui, eh bien, en fait, on ne peut pas raisonner comme ça à l'infini. Donc, on a forcément besoin de ne couvrir par cette technique que des morceaux limités de surface. On voit bien que c'est le cas. Et donc, on comprend que l'objet final qu'on observe a été structuré par une pensée géométrique, celle du découpage du plan dans un nombre infini d'hexagones, qui ensuite a été adoptée au besoin de réaliser une géométrie des surfaces courbes de telle manière à pouvoir justement être cohérente avec cet objectif. Alors, on va maintenant introduire la différence entre deux objets, deux termes en fait, qui sont propres de la mécanique des structures, qui sont les membranes et les coques minces. Donc, évidemment, comme d'habitude, il s'agit des termes dont on se sert dans le langage quotidien. La question du langage technique, c'est qu'on prétend chaque fois d'avoir
d'accrocher en fait une définition et une seule, de telle manière à distinguer de manière claire des objets qui ont des différences nettes des comportements. Alors ici, vous avez ce qu'on appelle effectivement des membranes. Donc, par exemple, ce sont des toiles tendues. On comprend très bien qu'une toile est un objet très, très fin, un peu comme notre fil suspendu de l'équilibre funiculaire, un objet qui n'a aucune forme propre, si ce n'est qu'une étendue superficielle. Donc, aussi bien qu'un fil, on peut dire, bon, il prend toutes les formes qu'on veut, sauf qu'à partir du moment que j'essaie d'éloigner deux points quelconques du fil, plus que la longueur du fil qui les sépare, là, soit je trouve en réaction élastique peut-être, soit carrément ça devient impossible si je pense ces fils à la limite comme un objet inextensible. Eh bien, pour la membrane, c'est un peu la même chose en 2D. Donc, la membrane, elle prend toutes les formes qu'on veut, la membrane idéale. Mais après, si j'essaie de prendre un certain étendu de membrane et de les tirer davantage, je peux me donner un modèle tout simple dans lequel je dis, bon, ceci est impossible. Je peux avoir d'autres modèles un peu plus complexes dans lesquels je dis, oui, ceci c'est possible, mais il faut tirer avec une certaine force pour obtenir une certaine déformation. C'est un modèle de membrane élastique. Donc, les objets que vous voyez affichés sont des toiles de textiles architecturaux. Ils donnent l'impression d'avoir être déformés sur place, un peu comme on pourrait faire avec un bout de pellicule alimentaire, par exemple, de plastique alimentaire, qu'on peut étirer et qu'on peut déformer facilement pour prendre donc la forme qu'on souhaite, peut-être celle qu'on arrive à lui faire prendre. Et donc, on pourrait avoir l'impression que la même processus a été appliqué pour ces objets-là, mais en fait, c'est pas tout à fait vrai, parce que ces objets sont très, très rigides quand on essaie de les étirer, donc ils ne prendraient pas la forme qu'on veut, et c'est pour ça qu'on voit qu'ils ont été découpés, et on voit effectivement les lignes de découpe, et ces découpes permettent de construire un objet dont la forme est celle qui prendrait une membrane élastique lorsque on l'étire comme on souhaitait. Donc, vous voyez qu'en fait, on a une structuration par la géométrie, qui est celle de dire, bon, voilà, je veux réaliser une forme qui est celle qui prendrait une membrane souple alors que je l'étire d'une certaine manière, et puis cette structuration se transforme en information qu'il faut passer au fabricant du textile afin qu'il les découpe et qu'il les recoupe de telle manière à obtenir la forme qu'on cherche. En tout cas, nous avons ici un objet qu'on appelle une membrane et à laquelle donc on n'attribue aucune capacité de résister au niveau de la flexion, c'est-à-dire au niveau des changements de forme locale. Et de tous les changements de forme locale sont admissibles, sauf à essayer d'éloigner deux points quelconques de la toile, plus que la longueur de toile qui les sépare. Alors, ceci est au contraire une coque mince. Donc, la coque, typiquement, c'est comme la coquille de l'œuf. Ceci, c'est la voûte du CNIT que vous pouvez aller voir à la Défense. Donc, c'est une voûte qui est le record du monde de portée, 350 mètres à l'arête, pour une épaisseur de 6 cm seulement dans la zone la plus fine qui se trouve à la clé. Donc, c'est 20 fois plus fin que la coquille d'un œuf à la même échelle. C'est donc quelque chose d'absolument remarquable. Mais il n'empêche qu'il s'agit d'une coque en béton, donc d'une épaisseur de béton, même 6 cm de béton, vous comprenez bien que ce n'est pas quelque chose qui se plie tout seul. Il ne se plie pas du tout, même éventuellement il se casse. Et donc, c'est ça qu'on appelle une coque, quelque chose qui est intrinsèquement rigide, un peu comme la coquille d'un œuf, un peu comme la coque d'un escargot, la coquille d'un escargot, pardon, qui en effet ont une forme courbe et une certaine finesse. Elles sont plutôt fines, donc c'est pour ça qu'on parle de coques minces à l'occasion, mais néanmoins, elles ont une forme propre. Donc, les membranes n'ont pas de forme propre. Ils ont la seule caractéristique éventuellement d'être inextensibles. Les coques minces, notamment, ont une forme propre, mais quand même, elles sont caractérisées aussi par, donc, elles ont une épaisseur telle que cette forme ne peut pas changer à notre guise. Alors, finalement, si on regarde la cathédrale de Sainte-Sophie
à Istanbul, c'est la même, à une échelle autre, parce que là, on parle de structures en briques, mais c'est un peu le même principe de quelque chose de finalement extrêmement mince par rapport aux dimensions couvertes et qui a donc une forme courbe qui lui permet de fonctionner. Donc, cette forme courbe n'est pas que esthétique, elle a un sens fonctionnel précis et en même temps, en épaisseur et elle est composée d'un matériau qui ne peut pas se déformer librement, mais cette épaisseur est tellement fine, ici comme dans le cas du quinite, qu'on ne peut pas lui attribuer une capacité de tenue significative. Donc, on ne va pas faire confiance en fait à l'épaisseur pour générer la tenue de l'ouvrage, mais on fait confiance plutôt à sa forme globale pour fonctionner. Mais cette épaisseur existe quand même, elle a un rôle important, un rôle qu'on voit ici au CNIT, où on observe ceci qu'on appelle des ondelettes dans les cas précis de cet objet. Donc, c'est l'espèce de creux ou de nervures rentrantes qu'on trouve sur la surface et qui ont le but de la rigidifier pour le phénomène du claquage, c'est-à-dire le phénomène que vous pouvez observer si vous essayez de monter sur une canette de coca vide et que s'écrase sous votre poids à cause de la déformation de la coque. Donc voilà, une canette de coca est exactement un exemple de coque mince. Donc elle a une épaisseur très fine. Cette épaisseur, il est manifestement incapable de tenir le moindre effort qu'on lui applique dessus, mais la canette reste néanmoins suffisamment rigide pour assurer le transport, surtout quand elle est pleine. Et si vous faites attention à monter dessus quand elle est vide, de manière, disons, à ne pas générer des chocs, vous verrez qu'en fait, elle est capable de tenir aussi des efforts importants lorsqu'elle n'est pas aidée par la pression du liquide intérieur. Et, mais au risque de ce phénomène de claquage, qui est celui qui peut être évité aussi au CNIT grâce à la forme rugueuse, ondulée en fait de la surface. Encore un autre objet qui peut s'apparenter d'une coque mince. Ici, c'est le grid-shell de Mannheim réalisé par Friotto en 1975, qui est en fait un grillage de bois, de minces poutres en bois, n'ayant donc encore une fois pas une épaisseur telle à générer en eux-mêmes des résistances et des raideurs capables de tenir le système, qui fonctionne grâce à sa forme. Donc, on voit que la géométrie devient l'élément structurant principal tant de membranes, comme il est évident vu leur nature, que de coques minces. Encore un autre exemple disponible à Paris, la Grande Arche, le nuage de la Grande Arche, qui est une sorte de toile tendue à l'aide d'un ensemble de toiles tendues à l'aide d'un réseau de câbles. Donc, encore une fois, un exemple effectivement de membrane cette fois-ci. Et si on regarde l'objet dans son ensemble, on pourrait imaginer une sorte de coque composée à la fois de câbles, de mâts et de membranes. Un objet assez complexe et très intéressant à étudier par ailleurs. Voilà un petit détail de cette membrane. Un dernier point important d'un point de vue de la structuration des surfaces, c'est les plis. Donc, on a vu déjà le cas du papier écrabouillé. Ici, c'est un exemple de structure plissée que vous pouvez observer à Paris, l'auditorium de l'UNESCO, dans lequel on fait le plissage. Évidemment, ce n'est pas un plissage qui a été réalisé dans une étape de fabrication, c'est du béton coulé sur place, mais il est coulé dans la guise, dans la forme d'un papier plié, et ceci génère une certaine résistance d'ensemble qui est celle propre donc de la structuration générée par les plis et que vous pouvez très facilement tester vous-même. Il suffit de prendre effectivement un bout de papier et de les plisser pour voir comment ça tient. Donc là, c'est un autre exemple de Excusez-moi. Sylvain du Château. Oui. Oui, la slide précédente, c'était toujours une coque, du coup, ou pas? Oui, c'est un mur. C'est un mur, donc on peut regarder comme une coque mince parce que c'est un mur ayant une certaine épaisseur et qui était façonné à l'imitation d'une surface de papier plissé. Donc cela génère ou ajoute
la raideur propre du mur, qui étant relativement mince, ne sera pas suffisante à tenir la toiture, ajoute une raideur due à la forme qui, elle permet effectivement le fonctionnement mécanique. D'accord, merci. Donc voilà, Sylvain du Château est un autre exemple de forme qui s'inspire du plissage. Et encore, donc, un autre type de manière de structurer que les pneumatiques. Ici, c'est l'Arena Alliance à Munich, de Herzog de Meuron, et les pavillons Fuji à l'Expo de Osaka, qui fut la première grande structure gonflée. Donc, le pneumatique, il est connu à tout le monde, on roule tout le temps dessus. C'est en effet cette forme qu'on obtient lorsqu'on a une membrane, donc quelque chose qui n'a pas forcément une forme propre, mais qu'on fait en sorte de pouvoir englober de l'air à l'intérieur de la membrane et la mettre en pression. Et donc, c'est le principe de la mise en pression qui génère des formes particulières qu'on appelle des formes pneumatiques et qu'on apprendra là aussi à étudier aujourd'hui. Donc, enfin, moi, d'un point de vue initial, bien entendu, on n'a pas le temps de tout faire, ça c'est évident. Il y aura toute une série de séances sur ça. Alors, on va maintenant qu'on a vu un peu globalement la question des surfaces, comme elle se présente dans quelques passages clés de l'histoire récente de structure en architecture. On va regarder le concept de courbure d'une ligne en 2D. Donc, en introduisant une famille de concepts qui sont familiers pour certains d'entre vous qui ont fait formation scientifique peut-être, mais pas forcément tout le monde. Donc, je vais m'excuser avec ceux qui connaissent, mais je vais répéter probablement des choses qu'ils savent déjà. Pour les autres, j'espère que je serai concis et clair suffisamment en tout cas. Donc ici, la comparaison entre une droite et un cercle, on sait que si on prend une droite et un cercle, on a deux possibilités, soit aucun contact, soit deux points de contact. Alors, vous me direz, mais attendez, non, là, on voit bien dans l'image, il y a une troisième possibilité, c'est que la droite est tangente au cercle et le touche dans un seul point. En fait, d'un point de vue mathématique, on a tendance à dire qu'il s'agit de deux points coïncidents, et ça, c'est un sens précis et je dirais, c'est clair pour tous ceux qui savent traiter les équations qui correspondent à la droite et au cercle. Pour les autres, finalement, peu importe que ce soit un ou deux points, parce qu'un point n'a pas d'étendue, et donc deux points coïncidents et un point, c'est essentiellement visuellement la même chose, parce que de toute façon, quand on traduit ça en point réel, c'est la même chose. Et ce qui compte, c'est comprendre qu'il y a un élément précis lorsque une droite de direction quelconque est mise en relation avec un cercle. Il y a un moment précis dans lequel on peut définir la tangence de la droite au cercle. Donc, la tangente est droite au cercle lorsque mathématiquement, elle les touche en deux points coïncidents. Visuellement, on peut dire elle les touche en un seul point. Ça revient finalement au même. Donc, ça, c'est un concept très clair géométriquement. Maintenant, imaginez d'avoir donc une droite qui est tangente à un cercle. En fait, la même droite au même point est tangente à une infinité de cercles. Tous les cercles qui ont leur centre qui se trouve sur la droite orthogonale à la droite donnée et qui passent par les points en question, tous ces cercles-là sont tangents à la même droite en ces points donnés. Donc, ce concept du fait qu'une infinité de cercles peut être tangent à une droite à un point donné est un concept dont on va se servir après. Prenons maintenant une courbe quelconque, je le cite ici en rouge, une courbe qui localement, donc en ce même point double qu'on a noté ici M coïncide avec N, donc cette courbe, elle est tangente, elle aussi, à la droite. Alors, que signifie qu'elle est tangente? Ça signifie qu'elle touche la droite en deux points coïncidents. Alors là, c'est un peu plus fin que, effectivement, simplement dire elle touche la droite en un point, parce qu'il ne s'agit pas d'un cercle, il s'agit d'une courbe quelconque. Elle pourrait très bien toucher la droite en un point qui ne soit pas double, comme par exemple, c'est le cas ici. Donc, le concept de tangente à la courbe rouge en tant que la seule droite qui touche la courbe en deux points est un concept qui, du coup, on ne peut préciser que mathématiquement.
il reste néanmoins assez intuitif la compréhension du passage de la géométrie du cercle à celle d'une courbe quelconque par rapport à ce concept de droite. Donc voilà, on peut dire qu'en ayant une courbe arbitrairement dessinée sur le plan, mais attention, continue, hein, elle n'a pas de coude, elle n'a pas de trucs bizarres, c'est une ligne continue. En tout point de cette ligne, on pourra trouver une ligne tangente, un peu comme c'est dessiné ici. Et il y a néanmoins, dans cette famille de cercles, un seul cercle qui a la propriété de partager avec la courbe 3 points coïncidents. Alors, ces cercles, donc là, c'est un concept nouveau, je pense, un peu pour tout le monde, ce qu'on appelle les cercles osculateurs. Donc, pour résumer, je prends une courbe, la courbe rouge quelconque, et je prends un point quelconque sur cette courbe. Par définition, je peux prendre la tangente à la courbe en ce point. C'est la ligne dessinée. Encore par définition, je sais qu'en ce même point, cette droite tangente est également tangente à une infinité de cercles. Donc voilà, nous avons deux familles d'objets. Une courbe donnée initialement, un point choisi sur la courbe, et une famille de cercles qui partagent avec la courbe rouge initiale au point choisi, partagent la tangente. Donc tous les objets qui sont dessinés ici ont une propriété commune, ils passent tous par le point M deux fois. Ils sont deux points coïncidents en M. Alors, dans la grande famille, donc une famille composée d'un nombre infini d'individus, de ces cercles qui ont le point tangent, le point commun de tangence à la ligne donnée au point M, il y en a un et un seul, ça on peut le démontrer, qu'on appelle les cercles osculateurs, qui partagent 3 points avec la courbe rouge. Attention, 3 points en proximité, évidemment, coïncident avec les points de tangence. Hein. Évidemment, la courbe rouge pourrait se replier, retoucher à nouveau le cercle ailleurs, cela ne nous intéresse pas. Or, ceci, c'est d'une quelque manière, et on le comprend même intuitivement, les cercles que localement épousent au mieux la courbe rouge. C'est l'approximation, enfin les cercles qui donnent l'approximation la meilleure de la courbe rouge. Si on a un compas et qu'on veut dessiner la courbe rouge par des morceaux d'arc des cercles, donc toujours avec un compas, voilà, au voisinage du point M, la courbe rouge est très bien dessinée avec un bout d'arc des cercles tracé avec un compas qui est donc un bout d'arc du cercle qu'on appelle osculateur. Alors, on appelle courbure de la ligne rouge, et du coup, c'est un seul objet mathématique, la courbure en un point, l'inverse du rayon de courbure du cercle. Alors, pourquoi parler de l'inverse du rayon de courbure et pas directement du rayon de courbure? En fait, le rayon de courbure du cercle est la même chose, enfin, on appelle les rayons de courbure au point M de la courbe. Donc, la courbe rouge au point M a un rayon de courbure, c'est le rayon du cercle osculateur, et elle a une courbure qui est 1 sur les rayons. Pourquoi, je répète, introduire le concept de courbure alors que le concept de rayon est tellement connu et simple? C'est parce que quand on a une droite, on a quelque chose dont le rayon est infini. Le cercle osculateur a une droite et un cercle de rayons infini, donc on a du mal à conceptualiser quelque chose qui soit infini. Il vaut mieux dire que la droite est une ligne de courbure nulle. Donc 1 sur infini, c'est 0 en fait. Et donc, il est plus simple, même je dirais logiquement, de parler d'un objet qui est 0 que parler d'un objet qui est infini, parce que l'infini est un concept mathématique un peu glissant, un peu complexe quand même parfois à maîtriser, à manipuler. Et donc voilà pourquoi on parle de courbure, et on peut dire qu'une ligne plane est une ligne à courbure nulle si elle est droite, et c'est une ligne à courbure non nulle chaque fois qu'en effet elle n'est pas droite. On peut constater aussi que la pente d'une ligne est une grandeur qui peut être définie. C'est la pente la pente d'une ligne courbe en un point, on peut la définir comme la pente de la tangente à cette ligne. C'est là que si vous marchez en montagne et que vous avez une pente, vous fatiguez plus ou moins, si la pente est plus ou moins importante, on comprend tout de suite qu'en effet, la pente n'est que la direction imposée par la tangente à la ligne sur laquelle on se balade. Or, ceci est une information
néanmoins qui n'est pas objective. Donc, en effet, quand vous êtes en montagne, objectivement, vous fatiguez plus ou moins en fonction de la pente, mais parce que vous êtes des individus soumis à la loi de la gravité. Et donc, c'est le poids généré par la gravité qui vous donne cette sensation. Imaginez d'être maintenant sur un vaisseau spatial, loin de la Terre. Évidemment, le concept de gravité disparaît parce qu'on est donc loin de la Terre. Peut-être que le vaisseau spatial, comme dans les films de science-fiction, est capable de générer un champ gravitationnel artificiel. Et c'est là que vous vous sentirez monter ou descendre, non plus dans une direction donnée, mais en fonction du champ qui est dans ce vaisseau spatial. Peut-être que vous marchez avec des bottes magnétiques sur un sol métallique et à ce moment-là, plus aucune pente donnera un sens à un travail physique différent. Et donc, vous voyez que en fait, la pente est quelque chose qui n'est pas objectif. Si vous revenez sur la construction de cet objet, par exemple, pour fabriquer cet objet, on a dit qu'il a fallu donner au fabricant des informations précises sur la géométrie. Or, donner au fabricant l'information, la pente en ces points est, par exemple, de 70 degrés, en ces points, elle est de 20 degrés, est-ce que c'est utile? Eh bien non, parce qu'en fait, le fabricant, il se retrouve dans un autre repère, il va mettre la pièce en horizontale, couchée sur un banc où il travaille, par exemple, ou peut-être il va la mettre ailleurs dans son usine, et donc cette information sur la pente ne sert à rien parce qu'elle n'est pas objective. Donc, quand vous transmettez l'information à quelqu'un d'autre, toute seule, elle ne fournit pas une information exploitable. Alors que la courbure, donc l'inverse du rayon du cercle osculateur, c'est une information objective parce qu'elle ne dépend pas de comment je place le dessin sur ma feuille. Vous voyez, si je tourne la feuille de ce dessin, la pente a changé. Si je tourne la feuille de ce dessin, le cercle osculateur n'a pas changé son rayon. Et donc, les deux informations sont de caractères différents. Les rayons courbure et la courbure sont des informations objectives. La pente est une information non objective. En tout cas, la pente, pour les mathématiciens, ceux qui ont étudié ce genre de choses, est définie comme un angle ou la tangente à un angle, si on veut, ça revient au même. Et on la calcule comme la dérivée de la fonction qui permet de tracer la courbe par rapport à l'abscisse qu'on se donne pour tracer encore une fois cette fonction. Donc, si j'appelle df pour dire que c'est un petit élément dans la direction verticale, la hauteur de ce triangle, et dx pour dire que c'est un petit élément en direction horizontale de la base de ce triangle, le rapport entre la hauteur et la base, c'est la tangente de cet angle. Cet angle, je l'appelle phi. C'est l'angle formé par la tangente avec l'horizontale. Et donc, la formule qui est affichée vous donne comment on calcule la tangente phi quand on connaît l'équation f de x. Alors, donc, la courbure le fait que la courbure est objective signifie que si je change l'axe des x, que je le tourne comme je fais quand je tourne la tête, le résultat de la courbure que je calcule en ces points de la courbe est le même. C'est ça l'essence. Donc, là, si je change, donc, vous voyez, ceci, la courbe rouge peut être décrite par rapport à l'axe x comme la fonction f de x, et par rapport à un axe x', qui peut être celui qu'un observateur voit quand il tourne un peu la tête, comme ça, la même courbe est décrite par une autre équation, c'est la fonction g de x'. Si j'ai fait la dérivée de f ou la dérivée de g par rapport à x ou par rapport à x', respectivement, je n'obtiens pas le même résultat. Autrement dit, la pente de la tangente au point O n'est pas la même sur le repère x que sur le repère x'. Alors que c'est le cas de la courbure. Alors, pour le montrer, on va regarder en fait, on va regarder ces montages, on va zoomer en fait en proximité du point O, c'est pour ça que je l'ai rétréci, et je vais dessiner en fait un morceau du cercle osculateur. Alors, localement, c'est la même chose qu'un morceau de la courbe, parce que justement,
les cercles osculateurs épousent au mieux la courbe au point O. Si je prends un point très proche, un point P, je vois que j'ai tourné d'un angle alpha. Cet angle alpha, c'est ici, c'est les rapports, on l'obtient comme les rapports entre la corde et les rayons. Donc, on peut écrire, si j'appelle ds, pour dire, ds c'est toujours pour dire c'est petit, la longueur de la corde, l'angle alpha en question est le rapport entre la longueur de la corde et les rayons de courbure du cercle osculateur. Et donc, kappa, qui est la courbure, qui est 1 sur les rayons, est égal au rapport entre ce petit angle alpha et la distance mesurée en ligne droite entre O et P, qui est la corde ds. Donc, voilà cette formule. Alors, puisque alpha, c'est à son tour la différence entre la pente en haut et la pente en P, on peut appeler alpha comme une différence de pente, c'est un défi. Bon, il y a un nombre négatif ici qui apparaît simplement parce que je suis en train de dessiner quelque chose qui penche moins lorsque je me déplace de gauche à droite. Ça, c'est juste accessoire. Et donc, voilà qu'on trouve que la courbure est donnée par moins la dérivée de la pente. Alors, ceci est un concept à la fois mathématique et intuitif assez simple. On a défini la courbure en tant que rayon de cercle osculateur. On se retrouve avec un théorème qui d'ailleurs est ce qu'on appelle le théorème d'Or de Jacob-Bernoulli, tellement il était vu comme un théorème important à l'époque où il a été trouvé au XVIIIe siècle. Eh bien, donc, on constate par une analyse mathématique que le rayon de courbure du cercle osculateur est aussi, on peut aussi l'obtenir en procédant sous la ligne et en regardant combien la pente change. Donc, quand je marche en montagne, je me fatigue parce que j'ai une certaine pente, et puis je me fatigue moins. Donc, la pente s'est réduite. Eh bien, combien la pente s'est réduite, si je dimensionne, si je mesure ces changements, là, j'ai une mesure de la courbure du terrain sous mes pieds. Et si ça va dans le sens inverse, évidemment, si je me fatigue davantage, ça revient au même. Il y a un changement de pente. À tout changement de pente correspond une courbure de la surface sur laquelle je me balade. Donc, voilà une manière très simple, finalement, de mesurer la courbure d'un objet bidimensionnel pour l'instant, mais on comprend bien qu'on pourra du coup tout de suite passer à la troisième dimension. Pour mesurer la courbure d'un objet, il suffit de se placer dans un objet bidimensionnel, il suffit de suivre cet objet et de regarder comment sa pente change. Attention, la pente est une donnée non objective, donc comme je la regarde, comme un autre observateur la regarde, ce n'est pas la même chose, mais le changement de pente, lui, il est objectif et ça correspond justement à la courbure. Voilà cette première information très importante pour nous. Nous pouvons donc, grâce à cette information, passer à définir la courbure d'une surface. Donc, imaginez une surface. Donc, une surface est un étendue bidimensionnel qui se trouve dans l'espace et qui prend une forme. Donc, une surface est une manière mathématique de dire une forme. Et bien sûr, on donne implicitement l'idée que la surface est quelque chose de continu. On n'imagine pas pour l'instant de maîtriser ou de travailler sur des formes qui ont des angles ou des arêtes. Ça ne change pas vraiment grand-chose pour l'avenir, mais on va laisser à côté les cas particuliers, je dirais, des arêtes. On va regarder des surfaces continues. Alors, la pente, bon, facile, hein? Donc je me place sur la surface à un point donné, je marche dans une direction. Je peux dire effectivement la tangente est plus ou moins inclinée et donc la pente est plus ou moins importante. On sait bien que ce n'est pas une information objective, mais on a compris que la variation de pente est une information objective. Donc, faisons ce travail-là. Imaginez d'être dans un point de la surface et on peut se donner la normale à ce point par rapport à la surface. Ça, c'est facile. J'appuie en plan en ce point sur la surface et je regarde quelle est la direction orthogonale à ce plan. En gros, si je marche sur la surface, je me tiens debout orthogonalement à la surface. Voilà qu'est-ce que c'est que la normale. Si je prends une barre à laquelle j'ai soudé, j'ai collé une surface horizontale, une surface plane orthogonale à la barre, j'appuie la surface plane sur la surface courbe au mieux. Donc, voici ce qu'on appelle les plans tangents. La normale au plan tangent est
la direction normale à la surface. Donc, vous voyez, les plans tangents jouent un peu dans les surfaces, c'est que la droite tangente joue dans les lignes planes. C'est quelque chose qu'on peut assez facilement définir. La normale au plan tangent est par conséquent quelque chose qui est assez naturellement défini. C'est l'axe Z ici. Les deux autres axes orthogonaux à l'axe Z et orthogonaux entre eux, X et Y, je les prends comme je veux. Ceci me permet de définir deux plans, en fait un dièdre, qui découpe la surface suivant des lignes. Chacune de ces lignes, par rapport au plan indiqué, n'est qu'une ligne courbe dans un plan exactement comme la ligne rouge qu'on a étudiée tout à l'heure. Et donc, on peut définir une courbure dans le sens X. Voilà, je me balade dans la direction X, le long de la surface, je vois un changement de pente. Le changement de pente est associé assez facilement à la courbure, et qu'on appelle donc courbure X, parce que c'est la courbure que je mesure sur la surface lorsque je me balade dans une direction X. Je vous rappelle que c'est une direction pour l'instant arbitraire. Je peux faire la même chose dans la direction orthogonale à X, que la direction Y. Je trouve une autre courbure. Évidemment, il n'y a aucune raison que ce soit la même. Je l'appelle kappa Y, courbure de la surface en direction Y. Et puis, bon, voilà, on pourrait dire, là, j'ai fini. C'est bon, j'ai tout ce qui se passe sur ces deux valeurs. Et en fait, non. Il y a une troisième courbure. Ça, c'est les aspects contre-intuitifs qu'on a lorsqu'on passe de 2 dimensions à 3 dimensions, ainsi de suite. On voit apparaître des nouvelles entités qu'on n'avait pas vues et qui n'ont pas de raison d'être dans la dimension inférieure. Donc ici, c'est la courbure qu'on appelle torsion ou courbure XY. Et en fait, c'est que lorsque je me balade dans la direction Y, par exemple, et que j'imagine de marcher, par exemple, les 2 pieds sur la surface, l'axe de mon corps tourne dans l'espace parce que la surface sur laquelle je me balade, elle ne continue pas à fonctionner comme un cylindre, mais c'est tord. Je vous montre tout de suite après des exemples qui seront un peu plus évidents probablement. En tout cas, pour l'instant, pour ceux qui l'ont compris déjà, il y a une troisième mesure de courbure qu'il faut se donner quand on travaille sur les surfaces, c'est ce qu'on appelle la torsion de la surface en ce point. Donc, je répète la procédure. En un point de la surface, je me donne le plan tangent. J'ai donc un axe Z qui est la normale au plan qui est parfaitement identifié. Je prends 2 axes orthogonaux à l'axe Z arbitraire X et Y et je définis 3 mesures de courbure. La courbure X, la courbure Y et la courbure XY ou torsion de la surface. Alors voilà un exemple pratique et simple pour comprendre la torsion de la surface. Imaginez la Terre, imaginez une sphère si vous voulez. Et sur la Terre, vous voulez vous balader entre Paris et New York, par exemple. C'est une promenade sur le parallèle indiqué ici. Eh bien, il est facile de voir que ces parallèles, les supports d'un cône, donc si je prends toutes les lignes tangentes parallèles, je trouve un cône dont le sommet passe par l'axe de rotation de la Terre, par exemple. Donc voilà que la route, elle n'existe pas, mais si on avait pavé une route entre Paris et New York, comme c'est ici, cette route ne serait pas un ruban plat, mais un ruban tordu. C'est pour ça qu'on appelle torsion cette mesure. C'est exactement la mesure qu'on voit lorsque on imagine un parcours, par exemple ici sur la sphère, entre 2 points quelconques, qui ne soit pas un parcours particulier. Il existe en effet un parcours particulier sur la sphère, c'est l'équateur, et donc tous les méridiens, par exemple, ont la même propriété, sur lequel les cônes en question devient un cylindre, donc le sommet du cône s'éloigne à l'infini. Et là, en effet, un ruban qui relie deux points sur l'équateur, je ne sais pas, Quito et notre ville sur l'équateur, dont je ne connais pas le nom, je suis désolé. Là, ce ruban-là, il serait donné par un simple surface cylindrique, donc il serait plat, sans torsion. Vous voyez que c'est un cas particulier. Donc voilà, on a identifié 3 valeurs scalaires. Scalaire signifie c'est des nombres. Ils peuvent être, on peut lui donner la valeur 0, la valeur 3, la valeur 14.
parce qu'en fait, ça se mesure, la courbure, c'est 1 sur un rayon, donc ça se mesure en mètre puissance moins 1. Et donc, une courbure, ça peut être 0 mètre puissance moins 1, ça peut être 43 mètres puissance moins 1. C'est en tout cas bien un nombre scalaire, un chiffre scalaire. Eh bien, ces 3 courbures peuvent être calculées à l'aide des équations, enfin du principe du calcul différentiel, comme les dérivées de la fonction f qui décrit la surface. Et ce sont des dérivées secondes, donc la dérivée de la dérivée. Et puisque la surface se définit comme une fonction de 2 variables, x et y, ça sera les 3 dérivées secondes possibles, ce qui montre par ailleurs, par un théorème très connu par ceux qui pratiquent ce type d'équation, que la courbure dans l'essence xy est la même que dans l'essence yx. En tout cas, on a 3 paramètres scalaires en tout point, donc on peut les visualiser. La courbure dans l'essence x, ce n'est que l'inverse du cercle osculateur en sens x. Et la courbure dans l'essence y, ce n'est que l'inverse du cercle osculateur dans les plans, donc défini par l'essence y. La courbure, on comprend que la courbure de torsion est quelque chose qui n'est pas intermédiaire entre les deux, mais qui est défini autrement, qu'on ne peut pas visualiser par ces 2 cercles, donc on va se contenter de l'imaginer comme ça. Je n'ai pas de visualisation simple à vous donner ici pour les courbures de torsion. Mais donc, ce qui compte maintenant, c'est passer à une analyse plus fine des propriétés locales des surfaces, parce que ce qu'on a vu, c'est que ces 2 courbures ont été définies par rapport à un axe X et un axe Y qui ont été choisis de manière arbitraire, qui sont tous les 2 orthogonaux à Z, mais je pourrais les prendre autrement. Et donc, il faut se poser la question, mais finalement, quelle est l'information contenue ici? On dirait pour l'instant que je n'ai pas vraiment d'information, parce que ça, c'est la courbure, les 3 courbures par rapport à un repère XY quelconque. Donc, bon, voilà. Qu'est-ce que je m'en fais de cela? Et donc, on va regarder et on va faire une chose, on va imaginer de changer l'axe XY dans un axe X' et Y'. On va tourner autour de l'axe Z et on va voir que ces cercles osculateurs vont changer, évidemment. Chaque fois que je tourne un petit peu, on aura d'autres cercles. Donc, on passe des cercles rouges au cercle bleu, par exemple. On va changer les rayons de courbure de ces cercles. Ça, en général, c'est ce qui se passe. Eh bien, quand on change ces rayons de courbure, on change tout. Donc, quand on change, les repères XY, on change tout. On change kappa X, kappa Y et kappa XY. Or, il y a une grande découverte due à un mathématicien, géomètre allemand du 19e qui s'appelle Carl Friedrich Gauss, qui s'est rendu compte que malgré le fait que tous les nombres changent, il y a quelque chose qui ne change pas. Et notamment, la moyenne, ou la somme en tout cas, entre les 2 courbures kappa X et kappa Y ne changera jamais. Donc, je peux tourner comme je veux en respectant l'axe Z. Donc, je vais changer les axes X et Y. Et la somme kappa X plus kappa Y ne change pas. L'autre valeur qui ne changera pas, c'est ce qu'on appelle la courbure. Donc, ça, on appelle la courbure moyenne. La moyenne entre les 2 courbures principales, enfin, les 2 courbures kappa X et kappa Y, on appelle courbure moyenne. Et on appelle courbure gaussienne, on indique par G. Cet objet un peu marrant, c'est le produit des courbures kappa X, kappa Y, moins la torsion au carré. Donc, on ne voit pas d'où ça vient, mais enfin, ceux qui font un peu de géométrie sur les surfaces voient tout de suite et très bien d'où ça vient. Ce n'est pas important pour nous d'où ça vient mathématiquement. Ce qui est important de comprendre, c'est que quand on a une surface, on peut caractériser localement la géométrie de la surface par la donnée des 3 chiffres, les 3 courbures. Ces 3 courbures sont définies en se donnant un repère XY quelconque dans les plans tangents à la surface, et elles ont une propriété marrante, c'est que grâce à elles, on peut calculer la courbure moyenne et la courbure gaussienne de la surface, et que ces valeurs-là ne dépendront pas de comment on a choisi les axes X et Y. Ce sont donc des valeurs qui caractérisent de manière intrinsèque ou objective, ce sont des synonymes, qui caractérisent la surface localement. Donc, à chaque point de la surface, on aura une courbure moyenne et une courbure gaussienne.
Alors, cela permet de montrer ensuite aux mathématiciens qu'on peut trouver deux directions orthogonales entre elles. On va les noter xi et eta pour le distinguer des x et y. C'est la lettre correspondante dans l'alphabet grec, pour lesquelles les valeurs de kappa x et kappa y sont maximales ou minimales, donc tout en ayant la même moyenne, et que kappa xy est nul. Donc xi eta est nul. On appelle donc ces directions-là des directions principales. Sur les directions principales, la surface n'a pas de torsion. Donc, il existe au moins deux directions sur lesquelles vous vous baladez sur la surface sans cet effet de torsion qu'on a mis en évidence en regardant un parallèle quelconque sur la Terre. Donc, malheureusement, là, il y a un problème dans la visualisation. Juste une seconde. Voilà. Donc on peut visualiser pour une surface quelconque. On sait qu'on a deux lignes données qu'on appelle état xi et qu'on peut trouver par des procédés mathématiques, mais on va voir comment les trouver même autrement. Et ces lignes sont caractérisées par le fait qu'elles découpent sur la surface des directions sur lesquelles on a la courbure maximale et la courbure minimale, et que donc dans ces repères ainsi choisis, il n'y a pas de torsion. On peut imaginer deux cas de figure dans lesquels ces deux cercles de courbure maximale et minimale se trouvent du même côté de la surface, ou les cas opposés dans lesquels ils se trouvent de deux côtés différents. Et ceci nous permet de classer les surfaces d'une certaine manière, et je donne ici donc un classement. Donc, on va commencer à prendre les cas où la courbure dans un sens est supérieure à celle qu'on a dans l'autre, mais tous les deux sont positives. Donc, on va toujours imaginer kappa xi plus grand que kappa y ou égal pour des raisons simplement de simplicité d'écriture. Donc, on a localement donc, les cas où les deux courbures kappa xi et kappa y et kappa eta sont positives. On est face à une surface qui est localement et concave ou convexe, un peu comme un morceau de sphère ou d'ellipsoïde, même si vous ne connaissez pas ces termes, pas tout le monde, mais enfin, imaginez donc une concavité, une convexité. Voilà, ça c'est la situation où les deux courbures principales sont des signes égaux. On a les cas particuliers où sont égales entre elles, alors là, effectivement, on a affaire avec une sphère, localement. On a les cas où l'une des deux est nulle. Donc, je rappelle, courbure nulle signifie une courbure infinie. On a affaire avec une droite. Donc, on est localement face à une surface qui ressemble à un cylindre, à un morceau de cylindre plutôt. Et puis, dans les cas où les deux courbures sont des signes opposés, on est localement face à quelque chose, comme c'est indiqué dans ce dessin, qui fait penser à une selle, ce qu'on appelle localement une surface toroïdale. Un tore est donc l'objet géométrique ayant cette propriété de manière assez essentielle. Donc voilà un classement local, un classement de la géométrie locale des surfaces. Une surface, localement, peut être concave ou convexe. On est dans le cas des exemples qui sont portés supérieurement. Elle peut être, on dit, développable, donc c'est comme un morceau de cylindre, donc toujours localement. Et puis, elle peut être, on dit localement, elle peut être ni concave ni convexe. On parle alors de surface gauche, qui est le cas indiqué ici. Le cas de la concavité ou de la convexité se produit lorsque les courbures principales sont des mêmes signes. Le cas de la surface développable localement se produit lorsque une des deux courbures principales est nulle. Et le cas de la courbure gauche, de la surface gauche, se produit lorsque les deux courbures principales sont des signes opposés. Alors, normalement,
lorsque les surfaces sont concaves ou convexes partout, on les appelle synclastiques. Lorsque elles sont effectivement à courbure gaussienne, donc ici la courbure gaussienne est positive. Qu'est-ce que c'est que la courbure gaussienne? Je vous rappelle, c'est le produit des courbures principales. En courbure principale, ceci est 0, donc c'est simplement le produit. Donc la courbure gaussienne a le même signe, a le signe positif si les deux courbures ont le même signe. Le signe nul, elle est nulle si l'une des deux est nulle. Elle a signe négatif si les deux courbures principales sont des signes opposés. Donc là-haut, le signe est égal, la courbure gaussienne est donc un nombre positif. Ici, les signes, l'une des deux est 0, la courbure gaussienne est donc nulle. Et ici, les deux signes sont opposés, la courbure gaussienne est donc négative. Voilà, on a en haut, courbure gaussienne positive, en bas à gauche, courbure gaussienne nulle, en bas à droite, courbure gaussienne négative. Or, si la courbure gaussienne est positive partout, ou en tout cas dans une zone de la surface, on parle d'une zone de la surface ou d'une surface donc qui a courbure gaussienne positive, on l'appelle synclastique. Lorsque la courbure gaussienne est nulle partout, on parle d'une surface développable. La propriété d'une surface développable, c'est qu'elle peut être étirée et remise en place sur, enfin, elle peut être déformée et remise en place sur un plan sans être rompue. Et puis, finalement, lorsque la courbure gaussienne est négative partout, on parle des surfaces anticlastiques. Donc, voilà la nomenclature. Et ceci nous permet de conclure avec ces classements de surfaces que je considère un peu l'objectif global de la séance d'aujourd'hui, d'avoir bien en tête ces tableaux. Donc, je vais passer un peu de temps là-dessus pour vous expliquer tous les différents éléments à la fois de la nomenclature et de la logique géométrique des différentes surfaces. Alors, on a vu qu'on a pu définir un paramètre qui est la courbure gaussienne de surface. Je rappelle, la courbure gaussienne est le produit des deux courbures principales. Les deux courbures principales ne sont autres que l'inverse du rayon de deux cercles osculateurs, les plus grands et les plus petits, qu'on peut accrocher à la surface en ces points. On a vu aussi une autre définition qui est celle des courbures moyennes. C'est donc simplement la moyenne des courbures principales. Et on n'a pas vu une troisième définition qui est celle des règles, et on ne va donc pas regarder pour l'instant l'entrée en haut à droite de ce diagramme. On va regarder les deux entrées en violet. Alors, la première qu'on a vue et qui est synthétisée par ce schéma-là est celle de la courbure gaussienne. On a dit que la surface peut avoir une courbure gaussienne qui peut être positive, négative ou nulle. Alors, lorsque la courbure gaussienne est nulle, on parle de surface à simple courbure. Donc, il y a une seule courbure qui compte, en fait. La courbure est simple. Alors, cette surface se dit aussi développable parce qu'on peut donc les rouler sur un plan sans les casser. Si vous réalisez, enfin, cette surface, par exemple, peut être réalisée avec un morceau de papier. On peut prendre un morceau de papier et toutes les formes que ce morceau peut prendre sont toujours des surfaces à courbure gaussienne nulle, ou dites aussi à simple courbure, dites aussi développable. Alors, on peut aussi regarder la courbure gaussienne et prendre des surfaces dont la courbure gaussienne n'est pas nulle. On parle alors de surfaces à double courbure. Donc, premier classement, première bifurcation, simple courbure, synonyme de Gauss égale 0, double courbure, synonyme de Gauss différente 0. Du côté de la simple courbure, on trouve des surfaces qui, à chaque point local, sont comme des cylindres. Vous voyez, si je prends un bout de papier plié n'importe comment centré, localement, j'ai une surface qui s'approche d'un cylindre. Et ça, c'est le cas de la simple courbure. Dans le cas de la double courbure, alors là, on doit bifurquer à nouveau, parce que donc Gauss différente 0. La courbure gaussienne peut être négative, on est alors avec des surfaces anticlastiques, ou peut être positive, on est alors avec des surfaces synclastiques.
Les surfaces anticlastiques sont des surfaces qui ne sont ni concaves ni convexes. Localement, on peut penser à une selle. Les surfaces synclastiques sont des surfaces qui sont concaves ou convexes. Cela ne dépend que du côté où vous mettez la tête. Et donc, il vaut mieux parler des synclastiques et des concaves et convexes parce que la première est une information sur la géométrie, la deuxième est une information sur l'orientation de cette géométrie. Alors, les surfaces anticlastiques peuvent être obtenues en utilisant des droites. Elles peuvent être obtenues en faisant balader une droite d'une quelque manière dans l'espace. Donc, je vous ai dit de ne pas parler de ces familles de droites qui sont en fait divisées en trois et dont on parlera à un autre moment. Donc, les formes qu'on peut obtenir à l'aide des droites peuvent bifurquer en deux zones, soit elles sont en simple courbure, soit elles sont à double courbure négative, c'est-à-dire anticlastique. Donc, quelque chose d'important, on ne peut pas, dans une surface synclastique, retrouver des droites qui sont contenues dans la surface. Il est possible, dans certains cas particuliers des surfaces anticlastiques, de retrouver ces droites. Il est possible de les retrouver dans toutes les surfaces à simple courbure. Alors, encore sur les surfaces anticlastiques, si on regarde le fait que la surface est anticlastique, signifie que la courbure gaussienne est négative, donc les deux courbures principales sont des signes opposés. Si elles sont des signes opposés, il est possible que leur somme soit zéro. Donc, il est possible que parmi des surfaces anticlastiques, on trouve celle dont la courbure moyenne est constante. Vous voyez, on se retrouve de l'autre côté du diagramme où on rentre avec l'information sur la courbure moyenne. Donc, on a une information. Certaines surfaces ont une courbure moyenne constante, c'est-à-dire qu'en tout point, on a la même. Eh bien, lorsque cette constante est égale à 0, alors on a affaire avec un type particulier de surfaces anticlastiques. On les appelle les surfaces minimales. Alors, ces surfaces minimales sont celles qui approchent mathématiquement au mieux, par exemple, l'étoile d'araignée. Voilà, on retrouve quelque chose d'intéressant. La toile d'araignée et surtout les pavillons de l'Expo de Montréal de Friotto est une surface minimale. Donc, on l'appelle minimale parce qu'elle a des propriétés d'extrémum. C'est donc, quelque part, la surface la plus petite qui peut se retrouver une fois qu'on définit son bord. Donc, ici, une fois qu'on définit la ligne de bord et les points d'accroche, la forme que vous voyez est la plus petite parmi toutes les formes possibles. C'est pour ça qu'on l'appelle minimale. Et en tout cas, voilà comment on peut la caractériser dans ce diagramme. Il s'agit d'une surface anticlastique, comme c'est évident, parce qu'on voit évidemment que la courbure dans un sens est opposée que dans l'autre. Vous voyez ici, vous pouvez imaginer un cercle osculateur avec son centre en haut, et dans le sens opposé, le cercle osculateur a son centre en bas de la surface. Les deux cercles ont donc, rayons sont donc disposés de part et d'autre de la surface, ce qui implique leur courbure, la courbure correspondante des signes opposés, donc surface anticlastique. Et à l'occurrence, les montages peuvent être tels que la surface soit minimale, comme c'est le cas d'une toile d'araignée, comme c'est aussi le cas d'une membrane de savon tendue sur un bord donné. Donc, des expériences qu'on peut faire facilement, que d'ailleurs on vous demandera de faire. D'un autre côté, si je prends les surfaces synclastiques, donc celles qui sont concaves ou convexes, les deux courbures sont des signes égaux. D'accord? Bon, ce concept de synclastique signifie partout la courbure gaussienne est positive, donc les deux surfaces sont partout des signes, les deux courbures sont partout des signes égaux. Et alors, si le signe est égal, il peut y avoir un cas particulier où la courbure moyenne, qui est donc pas nulle, mais peut-être qu'elle est constante. On a là les surfaces qu'on appelle surfaces pneumatiques. En fait, quand on gonfle quelque chose, naturellement, la courbure devient la courbe moyenne devient constante. Et donc, c'est un peu l'exemple d'une sphère. Évidemment, on peut
on peut gonfler des choses qui ne sont pas des sphères, parce que sinon on ne pourrait pas avoir des pneus dans la voiture, par exemple. Mais le principe donc, du chargement pneumatique est toujours le même. Localement, par charge purement pneumatique, localement, la courbure moyenne est constante. Donc, on constate que c'est le cas d'une structure comme celle-ci. C'est plus facile à lire que celle-là. Où, donc, la courbure moyenne est constante. Alors, on va me dire, mais attendez, là, je vois une forte courbure. Là, je vois une plus grande courbure. Exactement. En fait, c'est la somme des deux qui est constante en tout point de la surface, parce qu'en fait, cette constante est proportionnelle à la pression qu'on a mis dedans. La pression est par construction égale partout. Donc, quand je gonfle quelque chose par une pression, forcément, j'installe la même pression partout. En fonction de la manière où quelque chose a été découpé, a été formé, il va prendre une forme. Cette forme est caractérisée par la nature pneumatique et donc par le fait d'avoir partout une courbure moyenne égale. Donc voilà, sur ces diagrammes, je termine cette séance et les séances suivantes vont vous permettre d'approfondir les différents types d'objets qui sont présents ici. Notamment, donc, on va faire 2 séances sur les surfaces sans plastique, une sur les anticlastiques et 2 sur les surfaces à simple courbure, et sur un type particulier, les surfaces qui sont les surfaces d'égale pente. Mais donc voilà, ça c'est pour aujourd'hui l'essentiel de ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des questions, on a quelques minutes pour les traiter. Moi, j'ai une question. Vous m'entendez? Oui, bien sûr. Ouais, je voulais savoir s'il fallait tout connaître là ou pas, parce que enfin, c'est très complexe d'un coup. Du coup, est-ce que c'est plus une introduction ou est-ce que Ah bah, il faudra sans doute connaître beaucoup plus de ce que je vous ai dit. ok, C'est pas qu'il faut tout connaître, c'est que là, pour l'instant, c'est juste une introduction. ok, d'accord. Le but de ce cours, c'est de vous mettre en condition d'être opérationnel dans l'usage des concepts qu'on vous a présentés afin de pouvoir travailler dans des équipes qui génèrent des objets comme ceci ou comme ceci, etc. Ce qui fait partie, bien sûr, non pas forcément des cas de figure de plus courants quand on prend un diplôme d'archi, mais qui à Paris, effectivement, correspond à un certain marché du travail assez intéressant. Ok, ok, merci. De rien. Du coup, en continuité de la question, est-ce que tout ça, on va le revoir ou pas? Parce que c'est assez dense tout d'un coup. Ben, je répète, en fait, vous allez faire des prolongations de tout ça. Ceci n'est qu'une introduction, donc bien sûr qu'elle est dense. Ça vous demande de travailler pour assimiler les concepts. Et, et ensuite, vous auriez, en fait, on va revenir sur certains points, comme par exemple les définitions de courbures qui sont là, pour les manipuler à l'aide d'outils comme Rhino, qui vous permettent en effet de manipuler, mais surtout d'aller un peu au-delà, parce qu'en fait, ce qu'on va devoir faire, c'est savoir identifier des lignes sur les surfaces afin de pouvoir construire physiquement ces objets. Et donc, vous serez amené en fait à faire en sorte que ce concept de courbure gaussienne, de courbure moyenne et tout ça, non seulement il soit assimilé, mais il soit en fait plutôt des éléments un peu banals du langage quotidien. D'accord? Donc, c'est comme si pour la première fois, vous avez entendu parler d'un arbre ou du feuillage d'un arbre. Vous n'avez jamais vu un feuillage et on vous raconte l'arbre, les feuilles, les racines. C'est super compliqué. Mais en fait, après, vous sortez dans la nature, vous voyez les arbres, les feuilles, les racines. Ok, bon, c'est compliqué, mais pas tant que ça. D'accord. C'est un peu pareil. Là, vous êtes au premier impact avec un monde qui est un monde caché. Ce n'est pas effectivement la nature, les arbres, les nuages, les vagues, on les observe tout le jour, tout le temps. Les surfaces courbes, elles sont là, elles aussi, mais on les observe beaucoup moins. Déjà, elles sont moins identifiables parce que bien sûr, il y a du feuillage, il y a des gouttes d'eau
et il y a aussi des édifices qui se composent de surfaces courbes. Mais enfin, on est moins amené à les regarder tous les jours, en tout cas la plupart d'entre nous, qu'effectivement qu'on regarde les vagues ou les nuages. Mais enfin, c'est des objets de la nature qui ont leurs propriétés géométriques assez complexes, évidemment, mais qu'on peut décortiquer. Et finalement, le but de notre cours de géométrie constructive, c'est de vous rendre familier à ces objets. Et il n'y a pas d'autre manière de faire que de passer par une nomenclature, qui est celle que j'ai introduite aujourd'hui, et finalement s'en approprier au point qu'elle devient quelque chose du langage quotidien. Donc, si par exemple, tu discutes avec un collègue de la possibilité de réaliser la couverture d'un édifice que vous êtes en train de concevoir, et tu veux dire, oh, tiens, on pourrait faire une surface anticlastique parce que ça permettrait de structurer le système par des droites. Voilà deux concepts, surface anticlastique et structuration par des droites, qu'il n'y a pas d'autre manière de maîtriser qu'en passant par la connaissance du langage. D'accord? Donc, en fait, c'est fondamentalement, et c'est souvent le cas dans les études, un problème de langage, dans le sens qu'il faut passer à une capacité intellectuelle et descriptive supérieure à la moyenne d'entre nous, je dirais, qui n'est pas architecte, qui n'est pas spécialiste, et qui n'a donc pas besoin de ces langages. Quand on prétend passer à la famille des personnes qui manipulent ces objets, on a besoin du langage approprié, si bien que les médecins ont besoin de connaître par cœur les noms de tous les os du corps, tous les muscles, etc., 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 et puis de tant d'autres concepts à ne plus en finir. Et bien également, voilà, une nomenclature et des concepts qui sont fondamentaux pour la suite de vos études en géométrie et en structure dans cette école. Monsieur, oui. Est-ce que vous pourriez rappeler la définition de la courbure moyenne, enfin, pourquoi elle est différente de la courbure gaussienne? Oui, donc voilà, ce sont deux formules et deux concepts séparés. Donc, les formules, c'est simplement ça. La courbure moyenne, comme son nom le dit, est la moyenne des courbures principales. La courbure gaussienne est le produit des courbures principales. Donc là, la formule que vous voyez, elle est écrite en courbure quelconque. Donc, quand je prends deux axes quelconques qui me permettent d'identifier deux courbures, la courbure moyenne, je peux toujours la calculer. Ça sera toujours la moyenne de ces deux courbures. Donc, que j'ai eu la chance d'identifier les courbures principales ou d'autres courbures, la courbure moyenne, je la connais. La courbure gaussienne, pour la connaître, il faut soit avoir calculé les courbures principales, dans ce cas, c'est simplement leur produit, soit en effet être sur des courbures quelconques, dans ce cas, il faut faire les produits des courbures quelconques, mais il faut soustraire les carrés de la torsion. Donc, voilà les deux concepts d'un point de vue mathématique. D'un point de vue visuel, la courbure gaussienne est celle qui nous permet de faire les tris parmi les objets qui sont ici. La courbure moyenne est celle qui nous permet de faire les tris parmi les objets qui sont ici. Alors, vous voyez que les objets qui sont là ont quand même, si on les observe, ont quelque chose en commun. On pourrait dire qu'on passe de celui-ci à celui-ci à travers de celui-ci. Donc, on pourrait imaginer d'avoir une surface qui est faite en gomme, par exemple, qu'on peut la modifier, qu'on commence à avoir une surface concave. Après, on la transforme en surface cylindrique et après, on la retransforme encore en une surface en selle. Et là, on passe du synclastique à l'anticlastique aux simples courbures. C'est vrai, parce qu'il suffit pour faire cela d'être capable, il suffit entre guillemets magiquement, d'être capable de prendre une courbure principale qui est par exemple initialement positive comme l'autre, on est donc face à une surface synclastique, la rendre nulle, on se trouve donc face à une surface gaussienne, à une surface à simple courbure, donc courbure gaussienne nulle, et puis la rendre négative, et là on se retrouve face à une surface localement anticlastique. Donc voilà, la courbure gaussienne est un paramètre mathématique qui permet de discerner les surfaces par rapport à ce type de caractéristiques. Donc, vous voyez, c'est comme, encore une fois, dans le quotidien, je sais dire ceci est vert, ceci est rouge. La propriété d'être vert ou d'être rouge est caractérisée par la couleur. Et donc, on a un paramètre, on a une définition, un concept de couleur.
Et ce concept nous permet de classer les objets par rapport à leur couleur. Eh bien, la courbure gaussienne nous permet de classer les surfaces par rapport à leur courbure gaussienne, et ceci nous permet de faire la part entre surface synclastique, surface anticlastique et surface à simple courbure. La courbure moyenne, de son côté, nous fait faire autre chose. Et en fait, nous permet de faire la part entre les, disons, ce qui nous intéresse, c'est qu'elle nous permet de faire la part entre les surfaces qui sont pneumatiques, donc plutôt gonflées, et les surfaces qui sont minimales, donc plutôt, on pourrait dire, l'opposé qui est gonflé. Voilà, si on veut séparer ces deux objets avec une intuition physique, on pourrait dire que la courbure moyenne a cette propriété. Donc, encore une fois, ce sont des termes de langage, bien sûr qui correspondent à une définition mathématique précise, mais surtout, ce qui compte pour nous, c'est que ce sont des objets de langage qui nous permettent de distinguer de manière appropriée et objective entre concepts. Objectif signifie que vous pouvez communiquer avec une autre personne autour de ce concept-là sans ambiguïté. Vous pouvez écrire un courrier à quelqu'un qui se trouve de l'autre côté du monde, il va lire ce que vous avez écrit et va comprendre sans besoin que vous montrez les images avec les mains, comme j'essaie de faire avec peu de succès, j'imagine, par Zoom. Très bien, merci beaucoup. De rien. OK, il est 10h32, il faut que je quitte la salle parce qu'il y a l'autre cours qui doit intervenir. Donc, merci tout le monde et bonne continuation. Merci. Merci à vous. Merci.